sur le plateau, je pense que la meilleure manière de le faire, c'est que quand on vous oppose un raisonnement ultra simpliste, il faut le visibiliser. Il faut montrer que ce qu'il y a en face de vous, en fait, c'est un château de cartes, quoi, et que on donne un coup de dent et ça s'effondre. Ce qu'ils aimaient beaucoup faire aux grandes gueules, c'est de dire oui, mais dès que je résolvais entre guillemets un problème qu'ils opposaient, d'en créer un autre, et de plus en plus grand, pour que moi je ne puisse pas avoir le temps de le développer et que eux puissent continuer à dire non, mais tu vois, ce que tu dis c'est pas possible. Et donc il y a, je pense, quelque chose à avoir de cet ordre-là, de dire laisse-moi parler. Si tu ne me laisses pas parler, évidemment que je ne pourrai pas te raconter. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Éloquente, le podcast qui porte un regard féministe sur l'art oratoire. Je m'appelle Raphaël Martin, j'enseigne la prise de parole en public et la rhétorique, et chaque semaine, j'invite une femme engagée à raconter son parcours d'oratrice. Aujourd'hui, je reçois Léa Falco. Bonjour Léa. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es membre du collectif Pour un réveil écologique, qui est né en 2019 avec un manifeste signé par 33 000 étudiants pour accélérer la transformation écologique dans les entreprises et l'enseignement supérieur. Depuis, il t'est arrivé d'intervenir régulièrement dans les médias sur les sujets liés au climat. Et l'an dernier, tu as été pensionnaire pendant 1 an aux Grandes Gueules, l'émission de RMC. Donc, comme dans ce podcast, on parle de prise de parole, je te propose qu'on commence par là et qu'on commence par écouter un extrait de toi qui parles aux Grandes Gueules. Nous sommes le 17 mai 2022 et tu interviens sur le sujet de l'aviation. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que les émissions par passagers sont descendues depuis les années 90. Je sais plus de combien. Sauf que les émissions absolues ont augmenté puisque plus de gens prennent l'avion. Donc on n'a pas un problème résolu. Ensuite, sur la maturité des technologies, toujours dans le factuel, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui nous dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de technologie mature pour l'aviation. Il y a en gros 4 technologies qu'on peut imaginer. L'avion électrique, qui aujourd'hui est à de l'art, on est à un prototype, 2 personnes, donc c'est pas du tout viable. L'hydrogène, Airbus nous dit qu'ils vont sortir un avion à hydrogène en 2035, ils ont back depuis, ils nous disent que ça va être 2050. On a les biofuels, les biocarburants, sauf qu'on sait qu'on n'aura pas assez de biocarburants, encore une fois, c'est sourcé, on n'aura pas assez de biocarburants pour faire à la fois l'aviation et d'autres secteurs de l'industrie avec lesquels je suis tout à fait d'accord, il va falloir les décarboner aussi. C'est un problème multifactoriel. Et enfin, on a le e-kérosène, mais qui, encore une fois, pollue. En fait, ça, le e-kérosène, la manière dont ça se fait, c'est qu'on récupère du CO2, quoi, et on l'utilise pour refaire du kérosène, du combustible. Sauf que ça fonctionne une seule fois, donc ça retire une seule fois de l'atmosphère. Et aujourd'hui, ces 4 grandes technologies, elles sont pas viables. J'ai choisi cet extrait parce que j'ai été assez frappée quand j'ai trouvé sur ton fil Twitter, parce que tu l'as posté, en mettant ensuite en thread les commentaires pas toujours très aimables que tu as reçus à la suite de cette intervention. Et moi, ce qui me frappe, c'est que je te trouve extrêmement factuel et que tu dis rien de très révolutionnaire. Tu dis des choses qui sont dans des rapports scientifiques, qui sont sourcés. Tu restes vraiment sur quelque chose de très factuel. Et néanmoins, ça suscite une tornade de réactions. À ton avis, pourquoi ? Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris ? Alors, ça m'a pas surpris parce que c'était pas la première fois que ça arrivait. En fait, j'ai commencé Les Grandes Gueules, qui est une émission de RMC, en septembre 2021. Donc là, si c'est mai, ça fait déjà un petit moment que j'y suis et j'ai déjà vécu des moments comme ça, en particulier quand ça parle de climat, de réchauffement climatique ou d'environnement. Parce que c'est une émission qui en fait dure 3 heures, donc tu ne parles pas seulement du tout d'environnement et tes sujets de spécialité, ce qui est quand même pas évident. Et il y a tout un tas de biais dans cette émission, comme dans toutes les autres, et celle-là a quand même un biais réactionnaire important. C'est une émission qui est écoutée et surtout qui est commentée en fait sur Twitter par des gens qui sont plutôt réac, plutôt de droite, plutôt d'extrême droite aussi parfois, et donc qui sont assez peu amènes à écouter un discours même factuel sur l'environnement sans s'énerver et sans attaquer le messager en fait. Le thread que j'ai mis en dessous, c'est pas surprenant, mais ça m'attaque moi. Ça attaque pas tant ce que je dis parce qu'effectivement c'est relativement factuel et on peut en faire ensuite l'interprétation qu'on veut, parce qu'on peut interpréter cet extrait-là comme aujourd'hui ça n'existe pas, mais ça pourra exister demain. Mais la manière dont les gens l'interprètent, c'est il y a une femme, elle est jeune, en plus à l'époque j'étais encore étudiante, donc ça fait un événement contre moi. Et t'étais présentée comme telle. Et j'étais présentée comme telle, mais ce qui est vrai, j'étais étudiante, donc c'est factuel. En fait,
eux, ils cherchent dans cette émission, et c'est aussi ce qui est intéressant et ce qui en fait l'intérêt, des profils types. Donc, ils ont là sur le plateau avec moi, je crois qu'il y avait quelqu'un qui était consultant, en plus ex-consultant aéronautique, quelqu'un qui était agriculteur, il y avait les 2 présentateurs, et il y avait moi qui étais l'étudiante. En général, l'étudiant ou l'étudiante, il est de gauche, il a plutôt une fibre sociale, une fibre environnementale, voilà, il cherche des idéals types, quoi. C'est limite Weberien, quoi. Et donc, moi, je suis dans le rôle où je suis là pour plus ou moins me faire taper dessus, à la fois sur le plateau et après par les gens qui écoutent. Et bon, tu le sais quand tu acceptes l'émission aussi, hein, c'est le rôle qu'on te donne et il suffit d'écouter 2 émissions pour comprendre ce qui se passe. C'est que c'est des émissions où tu peux pas gagner en tant que meuf jeune de gauche écolo parce que t'as un effet de cadrage. En fait, t'as 5 personnes sur le plateau, 4 qui sont en désaccord avec toi. Et sauf que t'as pas le même temps de parole par camp, t'as le même temps de parole par personne. Donc ça veut dire qu'ils ont 4 fois plus de temps de parole que toi. Et que quand t'expliques quelque chose qui est assez complexe quand même, et quand t'as envie d'être dans la nuance, il faut pouvoir céder des points à l'adversaire. Et c'est important de le faire, je pense, parce qu'on n'a jamais complètement raison et les problèmes sont pas monolithiques. Mais ça implique aussi d'avoir une position nuancée qu'il faut avoir le temps de défendre. Et c'est extrêmement compliqué sur des extraits comme ça. Là, en plus, pendant 1 minute 30, je sais pas combien il dure, mais 1 minute 30, personne ne m'interrompt. Ce qui était extrêmement rare quand même, hein. Il faut le noter. Ouais, c'est très rare. En permanence, quand t'as un discours qui est un petit peu, qui est pas simplement binaire, et ben, on t'interrompt pour te faire une remarque qui n'a souvent rien à voir, avec laquelle parfois tu souscris partiellement, mais qui interrompt ton discours et t'empêche d'aller chercher plus loin, quoi. Donc c'est un des multiples problèmes de cette émission qui, par ailleurs, a d'autres intérêts, hein. Moi, je trouve qu'un des grands intérêts de cette émission, c'est qu'en fait, elle donne la parole à des gens qui, pour le coup, sont des vrais gens. Pas sur le plateau, parce que sur le plateau, c'est pas des vrais gens, hein, quoi qu'ils essaient de faire croire. Mais les gens qu'ils ont au téléphone, c'est des vrais gens. Oui, parce qu'il y a des appels. C'est ça, c'est une des dernières émissions où il y a effectivement des appels d'auditeurs. Je pense que c'est important, mais en fait, tu as une vraie instrumentalisation sur le plateau de la parole qui est portée par ces auditeurs-là. Et honnêtement, à entendre depuis l'extérieur, c'est un petit peu dégueulasse, mais à vivre en sachant que les gens sur le plateau ne sont pas du tout les gens normaux et modestes qu'ils essaient de faire croire, c'est d'autant plus désagréable. Et ce, peu importe par ailleurs qu'ils soient sympathiques ou pas, hein, parce qu'il y en a qui sont très sympathiques. Hein. Alors, moi, je te propose qu'on rembobine un petit peu et qu'on retrace un peu le parcours qui a fait que tu t'es retrouvée ici, enfin là, aux Grandes Gueules, qui est une émission qu'on pourrait qualifier de particulièrement punchy ou d'une émission de débat particulièrement conflictuelle. Et j'ai vu que un de tes premiers engagements associatifs quand tu étais étudiante, si ce n'est le premier, c'était que tu étais à Révolte-toi Sciences Po, ce qui est une des 2 associations d'éloquence de débat de Sciences Po Paris. Une association qui se consacre donc au débat, à l'art oratoire. Et est-ce que tu as toujours eu ce goût pour le débat et est-ce que tu sais d'où ça te vient ? Alors, j'ai toujours eu ce goût pour le débat, je ne sais pas spécialement... En fait, le débat en soi m'intéresse pas tant que par le fait que c'est juste l'expression de positionnements différents qui en fait viennent enrichir ta réflexion. Et plus que le débat, je suis entrée dans l'art oratoire par le fond. En fait, la première expérience que j'avais eue, c'était au lycée. J'avais participé au concours d'art oratoire du Rotary Club à l'époque, qui était départemental ou régional, je sais plus. Et voilà, en fait, on te donne un thème. Souvent, c'est une citation. T'en as une ou 2, tu peux choisir, tu prends celle que tu veux. Et puis après, t'as 5 ou 10 minutes dans ton coin où tu réfléchis, t'organises ta structure. Et puis t'as un truc vraiment de mettre la forme au service du fond. Et c'est ça qui m'a vraiment plu. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je me suis intéressée à l'art oratoire en arrivant à Sciences Po. Et à l'époque, en fait, je crois que Révolte-toi n'existe plus. Hein. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble que 2 ou 3 ans après que je suis passée par le bureau de l'asso, elle a disparu, malheureusement. Mais il doit rester Sciences Polémiques qui était l'autre asso. Il y en a forcément au moins une. Ah oui, bien sûr, évidemment. Et ben justement, à l'époque, il y avait Révolte-toi et Sciences Polémiques. Et Sciences Polémiques, ils font de l'art oratoire plus traditionnel, dans le sens où c'était un petit peu ce que j'avais fait à l'époque au lycée. On te donne un sujet et puis en général, ils ont plus de temps quand même. Hein. Ils ont plusieurs jours pour en faire un discours. Le but étant que ce soit drôle, qu'il y ait du fond. Mais voilà, c'est plus quand même le fond au service de la forme. Et moi, ce qui me plaisait, c'était l'inverse. Et c'est pour ça que je suis allée chez Révolte-toi Sciences Po, qui faisait du débat parlementaire en fait. Donc t'as 2 équipes de 4 et puis t'as le Premier ministre, Deuxième ministre, Troisième ministre, secrétaire général. C'est quelque chose qui est très anglo-saxon en fait. C'est un exercice qui est très courant dans les facs anglaises qui est assez codifié et tout.
C'est typiquement ça, en fait. C'est qu'en France, t'as plus de l'art oratoire à la science polémique, où tu fais ton discours seul en scène, on t'interrompt pas, on te pose des questions après pour que tu rebondisses avec un petit peu de vivacité d'esprit, ce qui est un exercice sympa aussi, mais moi, je préférais cet exercice-là qui te donne à explorer plein de sujets, parce que t'as jamais le même thème, et puis tu te retrouves dans des positions différentes, et tu te retrouves parfois dans des positions où t'as à défendre quelque chose auquel tu ne crois pas, ou à être contre quelque chose auquel tu crois. Et ça, je pense qu'en termes de rodage d'esprit et pas seulement d'ouverture, parce que c'est pas la question, mais de pouvoir trouver des contre-arguments aussi qui te sont utiles dans la vie de tous les jours, c'est assez exceptionnel, je pense, comme expérience. Ouais, pour toi, c'est ça ce que ça t'a appris, Révolte-toi, en tout cas cette expérience-là, c'est d'arriver à penser aux contre-arguments, c'est d'arriver à débattre. Et puis moi ce que je préfère en art oratoire ou plus généralement dans le débat, c'est le retourner le stigmate. Tu prends quelque chose le retournement du stigmate, c'est tu sais qu'on va te reprocher quelque chose, tu le récupères et tu le tournes de sorte à ce que ça devienne un argument en ta faveur plutôt que contre toi. Et ça, c'est pas si facile à faire ni à repérer d'ailleurs quand t'écoutes les gens. Mais je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Et une fois que tu as compris comment le faire, tu peux le faire à l'infini sur n'importe quel sujet. Et ça, c'est, je trouve, quelque chose de très utile. Et argumenter pour le camp contraire, c'est clair que ça m'a aidé à au moins percevoir comment le faire. Tu dis que tu arrivais par le fond. Est-ce qu'à l'époque, tu te définissais comme quelqu'un d'engagé sur les sujets auxquels tu pouvais t'intéresser? C'était plus un intérêt intellectuel? Ouais, c'était totalement un intérêt intellectuel parce qu'en fait, le débat parlementaire, on te donne un sujet 1 heure à l'avance, t'as 1 heure pour préparer tes arguments, t'es 4, voilà, t'es dans ta petite bulle intellectuelle, t'en sors, tu fais ton truc, ça s'est bien passé, t'es content, ça s'est moins bien passé, t'apprends pour la fois suivante, mais en fait, ça s'arrête là, quoi, hein. C'est vraiment une bulle, c'est pas du tout un continuum où tu mets le fond au service la forme au service de tes arguments à toi. Et donc à l'époque, non, et d'ailleurs en tant qu'individu, j'étais pas spécialement engagée parce que pour tout un tas de raisons sociologiques dans lesquelles on va pas rentrer maintenant, mais c'est quelque chose qui m'est venu après. J'ai toujours été plus ou moins écolo, mais plus ou moins écolo, c'est un spectre où tu peux mettre à peu près ce que tu veux, tu vois. Et donc non, c'est vraiment venu après avec l'engagement séparé de l'art oratoire, plus profond, environnemental. Et justement, cet engagement, comment il est venu? Est-ce que c'est venu avant le manifeste étudiant pour un réveil écologique ou est-ce que c'est venu à ce moment-là? C'est venu avant, et en fait, alors un tout petit peu avant, mais en fait c'est des choses qui se sont développées en parallèle, hein, parce qu'en fait le manifeste et le collectif ensuite pour un réveil écologique, c'est un endroit qui est plein de gens absolument brillants et qui te donnent des espaces de réflexion et de débat parfaits pour affûter tes réflexions et les pousser plus loin. Donc c'est des choses qui sont jouées en parallèle, mais en fait j'étais à Sciences Po du coup, et en 3e année tu dois partir à l'étranger. Tu pouvais faire à l'époque soit un stage, soit une année universitaire. Moi, comme j'étais en double diplôme, j'avais pas le choix, il fallait que je fasse une année universitaire, et donc je suis partie, j'ai tiré au sort mon année de 3e année, donc là où j'allais, et je me suis retrouvée à Seattle aux États-Unis. Courageux de tirer au sort. Ouais, j'avais mis en plus dans le chapeau une destination en Suisse pour rire, et j'aurais un petit peu fait la tête si je m'étais retrouvée en Suisse pour ma 3e année, sans évidemment renier quelques attraits qu'est la Suisse, mais j'avais envie de m'éloigner un peu plus. Et du coup, tu vois, à l'époque, je me dis, je suis un peu écolo, mais je prends l'avion quand même pour aller à Seattle, tu vois. Ça, c'est... Et donc, Seattle, les États-Unis, c'est quand même un mode de vie qui est pas du tout similaire au nôtre, et en fait, c'était des modes de vie qui étaient extrêmement consuméristes, au niveau du transport, en fait, c'était impossible de se déplacer sans voiture, impossible. Ou alors tu prends vraiment 3 heures pour aller en bus d'un point de la ville à un autre, parce que c'est des endroits immenses. Et donc, tu avais un décalage complet entre ce que moi, je percevais de plus en plus en tant que jeune qui était plongé dans l'urgence environnementale, et le mode de vie dans lequel je me retrouvais un peu coincée malgré moi. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à se développer exponentiellement chez moi, cet intérêt pour les questions environnementales. Et moi, je m'y suis plongée en lisant globalement tout ce qui me passait par la main à l'époque sur ces sujets-là et tout ce qu'il y avait autour. Et t'es encore arrivée par le fond? Oui, je suis encore arrivée par le fond, mais par le fond et par les gens, en fait, hein, parce qu'après tu rencontres des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, et puis ça te conforte dans l'idée qu'il faut continuer à creuser. Et c'est pas du tout un processus qui est non plus individuel dans son coin, c'est traversé par plein d'interactions, par les espaces de discussion dans lesquels t'es, y compris s'ils sont pas spécialement environnementaux, hein. C'est que ça te fait une réflexion en miroir sur ce que toi tu penses. Et je pense pas qu'on évolue dans la vie seul par le biais de lecture ou par le biais de quoi que ce soit. Ça arrive, mais c'est quand même relativement rare. Souvent, juste tu rencontres des gens, tu parles avec des gens,
gens. Et puis, y compris des gens, si c'est par des vidéos, des podcasts, des choses comme ça, tu vois. Il y a une interaction humaine qui est indéniable dans tous ces processus-là d'apprentissage. Donc, après Seattle, tu rentres en France. Et c'était là le moment du manifeste pour un réveil écologique où tu as rejoint ça ? J'ai rejoint ça, en fait ça s'est lancé en 2018 quand j'étais à Seattle. Et donc j'ai suivi de loin pendant cette année-là. Ouais. Et Est-ce dès que tu peux peut-être nous rappeler brièvement en quoi ça consistait à l'époque ? Le manifeste pour un réveil écologique, c'était un texte qui avait été rédigé par une dizaine d'étudiants de grandes écoles et qui disait en substance que eux ne voulaient plus aller travailler pour des boîtes qui partageaient pas leurs engagements personnels. Et en l'occurrence, c'était leurs engagements écologiques. Et donc, l'idée était de pouvoir dire, nous qui sommes vos futurs cadres, vos futurs ingénieurs, vos futurs tout ce que tu veux, on ne va plus venir chez vous à moins que vous vous aligniez, entre guillemets, et c'est un grand mot, avec les limites planétaires. Ou que vous ayez cette réflexion-là fondamentale qui doit être aujourd'hui inhérente à une entreprise du 21e siècle qui a un petit peu de vision de l'avenir quand même. Et donc, ça a eu un rebondissement qui n'était pas forcément attendu à l'époque, et il y a eu plus de 30 000 signatures. On en a beaucoup parlé, et parce que aussi c'était à l'intérieur d'un momentum médiatique sur les jeunes et l'environnement. Tu vois, en fait, c'est sorti en septembre 2018. La démission de Hulot. C'est ça, la démission de Hulot. Greta Thunberg. C'est ça, les grèves pour le climat. T'avais, tu vois, pareil, c'est pas quelque chose qui est isolé, c'est une construction médiatique qui arrive petit à petit, et le manifeste en faisait partie, parce que c'était écrit par des étudiants de grandes écoles, et en grande partie signé par des étudiants de grandes écoles, qui, dans la représentation médiatique et générale, sont l'élite de la nation, les futurs cadres, les futurs cadres des grandes boîtes et de l'administration. Et donc, ça a été interprété comme un signal faible en faveur d'une transformation écologique voulue par des gens qui profitaient du système à ce moment-là, quoi. Et donc, c'était ça le manifeste pour un réveil écologique. Ça s'est construit ensuite en collectif. Et ça fait maintenant 4 ans qu'on a sorti des rapports, encore une fois des rapports de fond sur l'emploi sectoriel, donc sur comment est-ce que ça se passe à l'intérieur de chaque secteur et comment est-ce que ça va se passer vis-à-vis de l'urgence environnementale, et qu'on a aussi un fort segment sur l'ESR, l'enseignement supérieur en France, où on demande aux établissements d'enseignement supérieur, pas que grandes écoles, mais fac, BTS, DUT, tout ce que tu as après le bac, d'avoir des cours sur les fondamentaux environnementaux, et pas seulement climat, mais biodiversité, ressources, limites, tout ce que tu as autour de ce grand enjeu. Et donc, tu rejoins ce manifeste qui s'est transformé en collectif en 2018-2019. En 2019. Et à un moment, tu t'es retrouvé à avoir une parole publique sur le climat. Et j'imagine que même si c'est passé relativement peu de temps entre le moment où tu rejoins le manifeste et le moment où tu arrives, par exemple, aux Grandes Gueules, il a dû se passer quelques trucs. Et comment est-ce que tu t'es retrouvé à avoir cette parole publique sur le climat ? Est-ce que tu te souviens peut-être de ta toute première prise de parole médiatique ? Ouais, je m'en souviens. Alors, il s'est passé à peu près 2 ans, je pense, parce que je suis arrivée au collectif en 2019, j'ai commencé aux Grandes Gueules en septembre-octobre 2021, donc il s'est passé 2 ans, et en fait, je pense que dans la vie, peu importe ce que les gens essaient de faire croire, beaucoup de choses sont dues au hasard, et à la chance, et à des événements conjoncturels qui se télescopent un peu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était qu'on avait reçu, nous, au nom du collectif, une invitation, un lundi, de BFM TV, à venir dans l'émission du soir. L'émission en prime time qui était présentée par Natacha Polony, dont j'ai oublié le nom, mais qui était à l'époque quand même assez regardée. Et on reçoit ça, il est en début d'après-midi, quoi. Donc il est 14h et c'est un classique d'ailleurs pour les interventions en médias. On a rarement 2 semaines pour se préparer. Totalement. Alors là, c'était un petit peu court parce qu'on nous a quand même dit fin d'après-midi pour 20h, mais d'habitude, tu reçois pour un tournage à 18h30, tu reçois un appel le matin à 10h ou 11h après la conférence de presse, quoi. Hein. Donc c'est des temporalités qui sont quand même un petit peu complexes quand tu as envie justement de pas arriver seulement avec des banalités, mais des choses un petit peu importantes, et qu'en plus t'as un travail à côté, parce que t'as pas le temps de tout faire malheureusement en 24 heures. Mais c'est ça qui s'est passé, on nous a appelés, et en fait à l'époque, il nous fallait, donc ça c'était quelques semaines avant, je pense que ça devait être en septembre 2021, on avait besoin de quelqu'un qui soit disponible ce soir-là, qui soit pas effrayé à l'idée de parler en public et de parler sur un plateau, de pas être intimidé, alors que personne parmi nous n'avait cette expérience-là préalable, qui connaissait bien l'histoire du collectif, les revendications qu'on portait et tout ce qu'il y avait autour dans le segment environnemental, qui avait un petit peu de fond sur ces questions-là, et surtout, et c'était ça aussi un des éléments importants, qui avait pas peur, si besoin, de prendre une shitstorm.
Donc, qui supporterait, si une séquence tournait mal, de se retrouver soit la risée d'Internet, soit de se faire harceler, des choses comme ça. Des choses qu'on peut pas prévoir à l'avance, mais qui doivent quand même compter quand on voit quelqu'un sur un plateau, sur un sujet sur lequel il peut se faire quand même un petit peu exploser la tête. Et donc, il s'est avéré que cette personne était moi, à l'époque. Et donc, tu étais volontaire. J'étais volontaire, et en fait... la personne qui s'occupait des relations presse à l'époque m'a appelée et m'a dit on a bien réfléchi avec les 2 personnes qui gèrent les relations presse et on pense qu'il faut que ce soit toi qui y ailles. Tu peux dire non si tu veux, mais au vu des éléments qu'on a, on veut que ce soit toi qui y ailles. Et donc j'ai dit oui, donc j'y suis allée. Écoute, ça s'est passé comme ça s'est passé, de manière pas très intelligente. Je n'étais pas spécialement mécontente. Qu'est-ce que tu veux dire par de manière pas très intelligente ? C'est le problème aussi des débats télévisés, c'est que c'est difficile de rentrer dans le fond. Et en fait, là, c'était un piège un petit peu classique, qui était de dire, il y avait en gros la secrétaire d'État à la jeunesse de l'époque, qui est encore au gouvernement aujourd'hui, qui s'appelait Sarah El Haïry, un sociologue sur les jeunes, moi qui était la jeunesse de l'environnement, et une autre personne qui représentait la jeunesse sociale. Et donc, immédiatement, il y a eu le piège évident qui était d'opposer... C'était quoi ? C'était un syndicaliste ? C'était une personne qui militait pour l'égalité des chances dans les cités, je crois. D'accord. Et donc, il faudrait que je retrouve son nom, mais voilà, c'était ça en gros le combat. Et ce qui s'est passé, c'est le piège classique de on oppose l'environnement et le social. Et en fait, le débat s'est immédiatement décalé vers ce qui commençait à arriver à l'époque dans le vocabulaire médiatique, qui était le wokisme. Donc, tu vois, moi, je me retrouve sur un plateau sur lequel on m'a invité pour parler d'environnement. Et quand même d'une thématique de fond, et on se retrouve à parler de ce que je considère comme un artefact sociologique qui n'a pas de vérité fondamentale derrière, quoi. Oui. Et donc t'as Sarah El Haïry, source le CNRS, c'est absolument ça, voilà. Et donc t'as Sarah El Haïry qui dit oui, mais le wokisme, et puis la personne à côté de moi qui s'en rend pas compte, mais qui enfonce un peu l'environnement en disant ouais, mais c'est important aussi que les jeunes puissent vivre au jour le jour, et tu vois, quelque chose avec lequel on est évidemment d'accord. Et donc t'as aussi quelque chose à faire dans l'articulation de ces luttes-là plus généralement, mais je me suis retrouvée à un moment, et je pense que c'est ça qui a été déterminant pour les équipes des Grandes Gueules, à dire en gros que le wokisme ne recouvrait pas de vérité, que ça n'existait pas, le wokisme sous la forme sous laquelle on invoquait, tu vois. Et bon, l'émission s'est finie, on n'a pas beaucoup parlé d'environnement, donc j'étais pas très satisfaite de la manière dont ça s'était passé, mais à l'époque je me dis bon, c'est une expérience, j'ai fait un 20h en prime time sur BFM, pourquoi pas, ok. Ça a été pas du tout commenté, sur Twitter t'avais personne qui avait vu la séquence, tu vois, donc aucun problème. Et il faut savoir que BFM TV et RMC, comme un certain nombre d'autres médias, c'est en fait la même maison. Donc ils sont dans les mêmes studios, c'est parfois les mêmes équipes, et c'est pour ça que tu vois souvent les mêmes personnes sur RMC et sur BFM, parce que quand ils sortent de BFM, ils ont littéralement 50 mètres à faire au rez-de-chaussée où t'as les studios pour arriver dans les studios de RMC ou BFM. Et donc 2 jours après ou 3 jours après, dans la semaine, la programmatrice des Grandes Gueules m'a envoyé un message, un SMS, en me disant on pense à toi parce que on aimerait ajouter quelqu'un à notre panel de Grandes Gueules. Ils ont toujours entre une dizaine et une quinzaine de personnes qui font alterner chaque émission, et on aimerait bien faire des essais avec toi. Donc j'ai pris le temps de me renseigner un petit peu sur l'émission, que je connaissais de nom parce que mon père écoutait ça parfois quand j'étais petite dans la voiture. Et donc j'ai consulté autour de moi, j'ai rappelé la madame pour lui demander de quoi il s'agissait exactement, et elle m'avait effectivement vu sur BFM et entendu parler de moi par ses collègues, et donc elle proposait de faire un essai. Donc comment ça se passe aux Grandes Gueules, c'est que tu fais 2 séances d'essai et ensuite ils t'intègrent aux Grandes Gueules. C'est une émission qui est sur 3 heures. Les séances d'essai sont filmées, enfin c'est des vraies émissions. Ouais, c'est des vraies émissions. C'est des vraies émissions pour lesquelles t'es pas payé. En fait, t'es payé pour les Grandes Gueules, t'es pigiste, donc t'es payé chaque matinée, sauf ces 2 premières émissions d'essai, parce que ils veulent pouvoir soit te garder pour te retester, soit t'éliminer directement s'ils voient que tu te conformes pas à ce qu'il faut et que juste tu vois, c'est des espèces de paroles qui sont pas adaptées. Justement, moi je trouve ça intéressant que t'aies accepté, en fait, que t'aies été intéressée, parce que dès la première question, tu me dis, voilà, c'est une émission dans laquelle il est compliqué d'avoir une parole sur le climat, c'est une émission réactionnaire qui est écoutée par des gens réactionnaires de droite, voire d'extrême droite, qui sont pas nécessairement très sensibles à ce discours-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté et que tu t'es dit que c'était une bonne opportunité ?
Le fait que je pense pas que ce soit écouté par des gens uniquement de droite et d'extrême droite. C'est commenté sur Twitter en grande partie par des gens de droite et d'extrême droite. Mais ça reflète pas non plus la sociologie complète des gens qui écoutent les grandes gueules. Et en fait, les grandes gueules, c'est écouté quotidiennement par, on va dire, un demi-million de personnes. Un demi-million de personnes. C'est un public que tu ne peux pas toucher autrement que par une grosse émission comme ça. Et c'est des gens qui, en plus, pour des raisons qui s'expliquent, ne croient pas en la transformation écologique, opposent la transformation écologique à l'économie, au pouvoir d'achat, à l'avenir immédiat, parce que fin du monde versus fin du mois, c'est des choses que une grande partie des auditeurs des grandes gueules vivent vraiment. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de ma part un petit peu de mécontentement vis-à-vis de certaines utilisations qui sont faites des fois de la parole des gens qui appellent, pour des raisons un peu idéologiques de la part des gens sur le plateau. Mais c'est un public qu'en fait tu n'as jamais l'occasion de toucher. Je sais pas si aujourd'hui je réaccepterais de participer à ça, mais c'était très formateur comme expérience. Et tu vois, la simple expérience de l'effet de cadrage et des meilleures stratégies à adopter pour retourner les stigmates ou pour faire en sorte d'être audible alors que t'es tout seul contre 4, c'était une bonne école de la radio, quoi, ou de la télé en général. Et donc ça a été un long moment. J'y ai beaucoup réfléchi, honnêtement. J'ai réfléchi 2 ou 3 semaines avant de lui dire ok, testons un essai. Et je me suis dit que ça valait le coup d'essayer un petit peu, en sachant que de toute façon je pensais pas que j'allais être conduite après une année, quoi, hein, parce que eux ils avaient besoin de combler une place qui avait été laissée vide par Louis Boyard, qui à l'époque était là, qui aujourd'hui est député LFI, qui était parti chez Cyril Hanouna à l'époque. Et donc je savais que j'allais pas être nécessairement dans la ligne qu'il fallait, parce qu'il y a 2 lignes, hein. Soit t'es en accord avec le plateau, mais il faut pas que tout le monde soit d'accord. Donc il faut qu'il y ait une personne qui soit pas d'accord au moins sur le plateau pour pouvoir susciter du débat. Et il faut que ce soit suffisamment caricatural des 2 côtés pour que t'aies pas un camp qui ait l'air d'avoir soit plus malin, soit plus subtil, soit plus nuancé, tu vois. Donc il faut que ce soit quelque chose de monolithique des 2 côtés. Et comme je savais que j'étais probablement pas suffisamment monolithique pour l'émission, bon, j'y croyais pas trop. Mais pour un an... Et puis après, il y a aussi peut-être quelque chose... c'est une hypothèse, mais peut-être que je me trompe sur l'image que tu renvoies. J'ai l'impression que quand de ce que j'ai regardé de tes interventions, tu t'habilles pas en étudiante. Tu t'habilles avec des costumes, enfin tu mets des vraies vestes de tailleur et tu t'habilles de manière très sérieuse. On pourrait dire que tu t'habilles plus âgé que ton âge, même si j'aime pas trop cette expression. Et du coup, tu as fait le choix de pas donner une image complètement conforme à ce pourquoi tu as été castée. Tu choisis de pas donner l'image de l'étudiante. Et pourquoi est-ce que tu as fait ce choix, si c'est un choix conscient ? Parce que, non, c'est totalement un choix conscient. Je m'habillais pas comme ça à l'époque, parce que j'étais étudiante, et donc tu t'habilles normalement. Là, aujourd'hui, je mets des costumes tous les jours, en partie pour cette même raison. Mais parce que, en fait, j'étais pas là simplement pour tailler le bout de gras ou pour passer un bon moment. Ce qui est le cas de certains sur le plateau, hein, et je peux les comprendre, parce qu'ils sont entre gens qui s'entendent bien, ils sont entre amis, c'est un peu comme une grosse discussion de famille, tu vois, sauf que t'es écouté par un demi-million de personnes, et la réflexion qui a pas d'impact quand tu l'as fait à ton oncle ou à ta nièce, bah là, elle s'insinue dans l'esprit de tout un tas de gens. Et donc, j'étais là parce que... je voulais porter un message qui soit scientifique, sourcé, cohérent, sensé sur la transformation écologique et la crise environnementale, et que un des moyens traditionnels de te faire entendre, c'est de t'habiller conformément à ce qui est attendu d'une personne entre guillemets sérieuse et raisonnable. Et donc je mettais des blazers, des costumes, au maquillage, qui est une étape importante aussi, surtout pour les femmes, parce qu'ils passent très peu de temps sur les hommes, hein, ils leur mettent juste un petit peu de poudre pour pas qu'ils brillent, mais les femmes, on te demande d'être là quand même au moins une demi-heure avant au maquillage pour qu'ils puissent s'occuper de toi et te rendre présentable. Donc je leur demandais à chaque fois quelque chose de sobre, juste une bouche rouge, tu vois, pour que ce soit un petit peu mon personnage dans les grandes gueules, et avoir cette apparence de, même pas de respectabilité, tu vois, mais d'audibilité. Et en fait, c'est un choix qui était quand même aussi pas forcément très très utile pour la plupart des gens qui écoutent, parce que 90% des gens qui écoutent les grandes gueules, et par ailleurs beaucoup le font en voiture, ce qui explique une partie de la position. C'est à quelle heure les grandes gueules ? C'est de 9h à midi. D'accord. Il y en a beaucoup qui le font en voiture et qui donc écoutent à la radio. Et t'en as une petite partie qui regarde à la télé, mais c'est quand même vraiment pas la majorité.
Oui, et les gens qui commentent sur Twitter et qui vont regarder des extraits vidéo, c'est pas du tout la majorité des auditeurs et des auditrices. C'est assez paradoxal parce que soit c'est des auditeurs, et donc c'est une petite partie des auditeurs, et parfois quand l'émission fait un buzz, et c'est ça le but, c'est ça le but de cette émission sur les réseaux sociaux, c'est calibré pour ça aujourd'hui, c'est regardé en fait par des gens qui ne regardent pas du tout les grandes gueules et dont c'est la seule fenêtre sur cette émission. Et donc c'est aussi pour ça qu'ils essaient d'avoir des profils le plus polémiques possible, et que moi je l'étais pas, parce que j'étais nuancée, les plus polémiques possibles pour pouvoir offrir cette fenêtre de visibilité aux yeux du reste du monde, entre guillemets, qui est le reste en fait de Twitter, c'est sur ça que ça fonctionne les émissions comme ça, pour mettre en valeur l'émission. Et toi qui donc a eu 1 an de grande gueule, en tout cas une saison médiatique de à peu près septembre à juin, tu parles de retourner les stigmates, de retourner l'attaque qui t'est adressée. Pour toi, comment on fait ça de manière efficace ? Ça dépend vraiment du contexte. C'est pas du tout pareil quand vous êtes sur une émission comme ça, qui a en fait un cadrage, des règles propres, et vraiment un fonctionnement indépendant, ou quand vous êtes dans un dîner de famille ou une discussion entre copains, quoi. Sur le plateau, je pense que la meilleure manière de le faire, c'est que quand on vous oppose un raisonnement ultra simpliste, il faut le visibiliser. Il faut montrer que ce qu'il y a en face de vous, en fait, c'est un château de cartes, quoi, et que on donne un coup de dent et ça s'effondre. Ce qu'ils aimaient beaucoup faire aux grandes gueules, c'est de dire oui, mais dès que je résolvais entre guillemets un problème qui s'opposait, d'en créer un autre, et de plus en plus grand, pour que moi je ne puisse pas avoir le temps de le développer et que eux puissent continuer à dire non, mais tu vois, ce que tu dis c'est pas possible. Et donc il y a, je pense, quelque chose à avoir de cet ordre-là, de dire laisse-moi parler. Si tu ne me laisses pas parler, évidemment que je ne pourrai pas te raconter. Et donc c'est des émissions dans lesquelles on n'a jamais le temps. Et c'est fait comme ça, mais tu peux pas avoir un développement long. Le temps le plus long que tu puisses avoir en termes de parole, c'est peut-être quoi, 1 minute 30. Si tu cries un petit peu et que t'arrêtes, que tout le monde t'interrompt, ça dure quoi, 2 minutes. Et après, il faut que le rythme de l'émission reprenne. Donc en fait, c'est pas adapté à un raisonnement très complet. Ça, je pense que ça a d'ailleurs pas pour objectif aujourd'hui de le faire. De ce que j'ai compris, en fait, les grandes gueules étaient pas tout à fait dans cet ordre-là il y a encore quelques années, où t'avais des débats qui étaient un poil plus de fond. J'ai pas écouté ces émissions-là et je les ai encore moins vécues, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas un espace de réflexion, tu vois. Le débat, en fait, c'est fait pour être un espace de réflexion, pouvoir offrir à chacun un petit peu des pistes de ce que pense l'autre et de déterminer la validité ou pas de ses arguments pour potentiellement remettre en question ton point de vue. Et là, c'est pas le cas. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est quelque chose de très important et je dirais même quand c'est un débat qui est extrêmement contradictoire avec des points de vue opposés, irréconciliables. Moi, je trouve que ça peut quand même avoir cette utilité. Totalement. Tu t'exprimes surtout sur le sujet du climat. Et d'après toi, comment est-ce qu'on fait pour avoir un discours qui soit vraiment convaincant sur le climat ? C'est un peu une question à 50 000 $. C'est ça, donc, j'ai l'impression d'être grande gueule, il faut que j'y réponde en 3 minutes, mince. Non, faut pas que tu répondes en 3 minutes, mais je trouve que moi, ça m'est arrivé aussi, ça m'arrive de former des porte-paroles associatifs sur ce sujet-là, et des porte-paroles de mouvements citoyens. Et donc, c'est une question que je me pose souvent. Et toi qui as eu l'expérience de cette confrontation avec des discours qui sont complètement contradictoires, qui a été dans une émission de grande écoute, à ton avis, quel conseil tu donnerais pour s'exprimer sur ce sujet-là en particulier ? Je pense que la première étape, c'est de visibiliser et d'accepter le fait que c'est ultra complexe. Que c'est multidimensionnel et qu'il n'y aura jamais une seule solution pour résoudre tout ça. Voilà. Et ça peut par ailleurs être contre-productif, parce qu'on me dit bah oui, mais tu vois, quand tu dis bah oui, c'est compliqué, quelqu'un en face te répond bah oui, parce que c'est pas possible. Donc il faut le faire de manière assez fine, et probablement que je l'ai pas fait assez finement dans les grandes gueules, mais c'est vraiment la première étape de dire c'est super compliqué, c'est complexe sur plein de différentes dimensions. Et on est d'accord, le nucléaire ne sauvera pas le climat, les énergies renouvelables ne sauveront pas le climat, la sobriété ne sauvera pas le climat, et par ailleurs, faire comprendre en préalable qu'on cherche pas à sauver la planète, on cherche pas à sauver la planète ou le climat. Moi, ce que je veux préserver au maximum, et c'est ce qu'on fait aussi tous avec nos combats environnementaux, c'est les conditions de vie humaine, c'est l'existence de nos sociétés, et le fait qu'on vive plus ou moins des vies assez agréables, quoi. Et la deuxième étape, je pense que c'est de relativiser la possibilité d'action de chacun.
Tu vois, je pense qu'une des grandes raisons pour lesquelles une partie des auditeurs des grandes gueules est profondément anti-écologie, c'est que ils entendent toute la journée, y compris par des gens qui font les grandes gueules, que la transition écologique, elle repose sur le fait qu'ils achètent une voiture électrique, sur le fait qu'ils mangent bio, ils consomment local, ils arrêtent de manger de la viande, alors qu'en fait, soyons sérieux, il y a quand même plusieurs acteurs, et toi, chez toi, tout seul, le fait que tu éteignes ta Wi-Fi, ou que tu, que tu éteignes ta Wi-Fi, c'est le meilleur exemple, mais que tu éteignes ta Wi-Fi n'a pas du tout le même impact que le fait qu'on arrête un projet pétrolier quelque part, ou que un gouvernement ou une localité démarre des transports en commun. Donc c'est vraiment repositionner chacun dans ses possibilités d'action. Ce qui n'est pas du tout évident. Mais en fait, dans tous les baromètres que tu as sur la transformation écologique, celui de l'ADEME par exemple, qui est édité depuis une quinzaine d'années maintenant, tu vois que le premier facteur d'acceptation, c'est le fait que chacun fasse des efforts proportionnés. Et c'est quelque chose dont je trouve qu'on met pas suffisamment assez et que les chaînes d'information ne mettent pas suffisamment assez sur la table. Je pense que ça, c'est un problème de médias plutôt que d'activisme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse visibiliser le fait que nous, en tant qu'individus, on ne peut pas faire la même chose que le gouvernement en tant que représentant de l'action publique ou que des entreprises en tant que agents économiques, quoi. Oui, et puis tenir ce discours-là, c'est tout de suite beaucoup plus complexe. C'est ça. Parce que là, on se frotte au vrai sujet, à la complexité d'arrêter des grands projets, aux conséquences que ça a. Et c'est beaucoup moins simpliste que de dire achète une voiture électrique et tout ira bien, quoi. C'est ça. Et puis en plus, t'as le besoin d'expliquer que l'engagement individuel, personnel, parce que je pense que t'as plusieurs types d'engagement individuel, professionnel, citoyen. L'engagement personnel individuel, il est pas suffisant, mais il est quand même nécessaire. C'est-à-dire que tu as quand même une bonne partie de la transformation écologique qui va reposer, par exemple, sur le fait qu'on mange moins de viande. Et donc, c'est cette complexité-là de positionner le curseur entre nécessaire mais non suffisant qui est pas très simple à expliquer rapidement. Moi, je trouve qu'une des spécificités de la manière dont tu t'exprimes sur le sujet, et c'est marrant parce que à la fois notre conversation et l'extrait que j'ai choisi, je trouve, en sont deux bons exemples, c'est que tu es hyper technique. Et que tu rentres dans le détail des dossiers sur l'aviation, tu es extrêmement factuel, etc. Et du coup, j'ai pas mal de questions à te poser à ce sujet. Mais déjà, concrètement, comment est-ce que tu te préparais pour intervenir, être efficace en peu de temps sur des sujets qui sont aussi complexes? Donc pour toi, c'était le climat, mais pour d'autres personnes qui nous écoutent, ça peut être tous les sujets. Enfin, sur quasiment tous les sujets, je sais pas moi, les droits des femmes, les discriminations, enfin sur tous les sujets, on peut aller fouiller ce côté technique. Et toi, comment est-ce que tu te préparais pour faire ça? Alors, sur les grandes gueules, c'était un peu spécial parce que, en gros, la recette du truc, c'est l'émission est de 9h à midi. T'as 6, 7, 8 thèmes qui sont abordés, qui font 20 minutes ou 40 minutes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et c'est pas mal, ouais. Et la veille, et 3 heures, c'est long. 3 heures, c'est très long. Après, t'as des pubs quand même qui font à peu près 15-20 minutes par heure, donc c'est beaucoup. Et en fait, c'est marrant, mais ces pubs-là, c'est des pubs pour des SUV, des voyages en avion à l'autre bout du monde. Donc, évidemment, ça explique aussi une partie du positionnement de l'émission. Il faut pas être dupe non plus. Mais donc ça, c'est à 9h. T'arrives à peu près à 8h30, 8h20 pour le maquillage. T'arrives sur le plateau à 9h moins 5, moins 10. Et la veille, à entre 20h et 21h30, on t'envoie une liste d'une dizaine de sujets qui sont des articles de journaux. Et donc, tu peux lire ces articles et c'est une préfiguration de ce que tu peux avoir dans ce qui s'appelle le menu du lendemain. Mais en général, t'arrives et le lendemain, t'as 3 ou 4 articles, ou en tout cas sujets, qui sont extraits de ce qui t'a été envoyé la veille et 3 ou 4 nouveaux que t'as pas eu le temps de préparer. Et donc là, c'est un peu, tu vois... On dirait une interro, j'allais dire. C'est ça, c'est spécial. Et le sujet sur l'aviation, c'était un de ceux-là. C'était un truc qui était arrivé le matin même, donc que t'avais pas eu le temps de préparer. Donc ça veut dire qu'il faut avoir en permanence des éléments de langage, ou en tout cas des données que tu peux mobiliser sur ces sujets-là. Le grand avantage d'être engagé sur l'environnement, c'est que c'est multisectoriel et que donc tu apprends en permanence sur tous les domaines. Moi, je suis pas du tout spécialisée dans l'aviation, je suis pas du tout spécialisée dans les transports. Moi, mon parcours, c'est économie du développement, donc rien à voir, vraiment. Mais l'avantage d'avoir cet engagement-là préalable, de pas arriver non plus comme... Parce que quand j'arrive sur le plateau, on me présente comme étudiante, mais je suis pas du tout représentative de l'intégralité des étudiants. Je suis quelqu'un qui suis engagé, qui fait des choses à côté, et donc qui nécessairement a une base de connaissances qui a été nourrie
nourri par, pas seulement de l'apprentissage individuel, mais par le fait que j'ai rencontré des gens, typiquement au sein de Pour un rêve écologique, qui, eux, sont spécialistes de ça. Donc tu vois, à ce moment-là, je crois que quand je vois le menu du jour, quand j'arrive à 9h sur le plateau, je vois qu'il y a un truc sur l'aviation et je peux envoyer un message à quelqu'un pour qu'il me donne 2-3 données sur l'aviation. Bon, il m'a pas répondu, donc c'est dommage. Il m'a répondu après, j'étais bon. Le moment est passé, mais merci quand même, je le garde. L'intention est là. C'est ça, Voilà. l'idée était là et puis il a quand même... Si vous avez des amis qui font des médias, réveillez-vous le matin, vous pourrez leur être utile. Non, mais tu vois, déjà, c'est super d'avoir des gens qui s'y connaissent autour de soi. Et surtout, en fait, moi, j'ai des dossiers sur mon ordinateur où systématiquement, dès que je lis quelque chose d'intéressant, je le mets dans ce dossier-là. Tu fais une veille. C'est ça, je fais une veille. J'ai des dossiers EDL transport, EDL machin, EDL social, qui veut dire éléments de langage. Et donc, tu mets là-dedans... Éléments de langage, c'est pas tout à fait le terme que je devrais utiliser parce qu'en fait, c'est juste des faits, tu vois. Oui, d'accord. C'est pas donc, dans ton positionnement. dossier, tu les transformes pas encore en punchline ou en phrase que tu vas dire. Non, c'est vraiment que de la recension. C'est vraiment de la veille. Donc, c'est tout ce que je trouve d'intéressant. Et je devrais le faire plus souvent parce que des fois, juste, tu vois, sur Twitter, je suis la reine de mettre les choses en signet et ne plus jamais retourner voir mes signets pour les récupérer. Ce qui est très mauvais, il faut que je fasse ça. Mais c'est dur de s'y astreindre. Mais voilà, tu vois, et t'as ton document dans lequel tu sais que t'as des informations et en Bien fait, sûr. tu les relis régulièrement, tu les intègres au fur et à mesure, tu les testes en discutant avec des gens. Et quand t'arrives sur le plateau des grandes gueules, tu vois, tu sais à peu près ce qui marche pas. Là, il y a plein d'arguments que j'ai pas utilisés pendant ce débat-là, que j'aurais pu utiliser, mais je savais que ça allait être limite contre-productif parce que c'est immédiatement, tu vois, bazardé par les gens qui sont sur le plateau. Tu peux nous donner un exemple ? Je sais plus, j'ai pas dû utiliser l'argument social, tu vois, par exemple. Le fait que Oui. les gens qui écoutent les grandes gueules sont typiquement des gens qui ne prennent pas l'avion. Oui. Et donc qui, en fait, ne devraient pas être contre la régulation de l'aviation ou des choses comme ça. Et pourtant, ils le sont parce que c'est une posture. Aujourd'hui, t'as de la recherche intéressante sur le sujet qui Puis il y a le rêve, en fait. Oui, ouais, En fait, tu peux ne pas prendre l'avion et te concevoir comme quelqu'un qui a envie de voyager. Totalement. et dont le rêve est de prendre l'avion. C'est un imaginaire complet Ouais. qu'il faut, même pas déconstruire, hein, c'est pas le mot, hein, mais qu'il faut pouvoir remodeler pour se dire qu'on voyage autrement. Et donc c'est difficile, d'autant plus qu'un des présentateurs, là, je crois qu'il le dit en plus dans l'extrait, mais il prend l'avion 2 fois par mois pour aller à Nice, quoi. Donc tout ce qui peut paraître objectif de leur part est en fait biaisé, et c'est normal, par leur expérience personnelle. Il y a autre chose dont je voulais qu'on parle, c'est un autre aspect de la prise de parole, c'est le côté pédagogique. Et je pense que c'est un autre aspect de ton côté très factuel, etc. J'ai lu que tu avais participé, en tout cas que le collectif Pour un réveil écologique a participé à quelque chose que j'avais vu passer, qui était une formation des nouveaux députés à l'Assemblée nationale. Donc c'était en juin dernier, quand après les élections législatives, il y a le collectif Pour un réveil écologique avec des scientifiques extrêmement pointus et renommés sur la question, ont proposé une formation aux enjeux du climat pour les nouveaux députés. Formation qui a été suivie par une partie de l'Assemblée nationale, peut-être un quart, un tiers. 27%. 27%. Énormément, on va dire, par la gauche et les écologistes. Beaucoup moins, voire pas du tout, par le Rassemblement national. Donc, assez... pas très surprenant, je trouve, mais assez intéressant. Pour toi, est-ce que c'est important cet aspect pédagogique et quelle place tu lui donnes ? Bien sûr, c'est extrêmement important. Après, c'est un de mes événements préférés probablement qu'on ait fait avec Pour un rêve écologique. Je coordonnais cet événement-là et c'était... T'étais sur place ? C'était génial. Ouais, j'étais sur place et j'étais contact média. Donc en fait, malheureusement, j'ai un peu passé ma journée à répondre aux appels des journalistes et à leurs requêtes sur place plutôt que de suivre ce qui se passait vraiment. Mais en fait, c'était pas juste des scientifiques renommés, quoi. Hein. C'était des gens qui faisaient partie du GIEC, qui faisaient partie de l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, du Haut Conseil sur le climat, de l'IDRI, enfin, de laboratoires extrêmement renommés. Et le top du top. Mais voilà, et qui avaient libéré 3 jours dans leur emploi du temps. Alors que pour une partie d'entre eux, incroyable. Christophe Hassou, qui était là, aujourd'hui, c'est une bête médiatique, en fait. Il ne fait quasiment plus que des interventions médias comme Valérie Masson-Delmotte. C'est des gens qui sont devenus des totems et qui représentent extrêmement bien l'aspect scientifique aux yeux d'une grande partie de l'espace médiatique aujourd'hui.
Et juste pour ajouter sur ce que tu dis, il y en a 27% du coup qui l'ont suivi. C'était tous les écologistes sont venus en groupe parce que en fait ceux qui ont suivi la formation étaient des gens qui soit avaient un intérêt personnel, soit communicationnel et politique autour de la question. Donc évidemment que les écolos viennent. Ils sont venus en groupe, tu vois, ils ont fait leur photo de groupe. Être membre d'Europe Écologie Les Verts et pas venir à cette formation, ça aurait été quand même ça aurait été problématique pour leur futur, quoi. On est d'accord. Et puis en fait, une partie de la majorité est venue aussi. Et dès que tu te décales sur la droite, on a un Rassemblement national qui est venu, globalement pour s'énerver un petit peu, et un Républicain. Et c'est pas normal qu'on ait un membre des Républicains qui viennent. Parce que les Républicains, c'est eux qui aujourd'hui ont, je pense, la responsabilité de désenclaver l'enjeu environnemental de l'aspect partisan dans lequel il est aujourd'hui. Tu vois, moi je suis une écolo de gauche, j'ai envie qu'on ait une écologie de gauche qui soit au pouvoir ou qui en tout cas fonctionne bien. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, et c'est aussi, on en revient aux grandes gueules, c'est aussi pour ça que tu as une opposition si véhémente à l'écologie, c'est que les gens perçoivent l'écologie comme pas seulement politique, mais partisane. Alors que l'écologie, c'est politique, ça interroge nos modes de vie. Comme le truc d'Europe Écologie Les Verts. Voilà, c'est ça, tu vois. Et donc, on a un vrai problème, et je pense que là, ça a été la démonstration, une fois de plus, qu'on a besoin que ça devienne un enjeu au-delà du spectre partisan. Sur l'aspect pédagogique, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, les scientifiques, ils avaient pas, les scientifiques et chercheurs n'avaient pas de texte ou de quoi que ce soit de préparé. Donc en gros, on accueillait les députés qui venaient, on essayait de les mettre justement pas de manière partisane, mais on essayait de mélanger un petit peu les appartenances politiques pour qu'ils aient potentiellement d'autres regards, même si ça veut dire aussi que peut-être qu'ils posent pas des questions qu'ils auraient posées accompagner les autres. De toute façon, à partir du moment où il y a des journalistes autour, bon, ils se mouillent pas, ils posent pas de questions qui peuvent les faire paraître comme bêtes. Mais surtout, ils ont eu quelque chose qui était quand même très très adapté à leurs enjeux à eux. Je me souviens qu'on avait eu un député qui devait être de la majorité et qui, lui, était un député d'une région côtière. Donc, il voulait savoir comment le trait de côte allait évoluer. Et donc, on lui a proposé de discuter avec les scientifiques qui étaient là, qui étaient hydrologues, qui s'occupaient des enjeux en Méditerranée. Enfin, tu vois, t'as eu tout ce genre de truc d'adaptation à son public. Et je pense que l'art oratoire, là c'était un petit groupe, mais plus largement, l'art oratoire c'est aussi la porte vers ça, la porte vers l'oreille des gens. L'oreille des gens différemment selon l'endroit d'où ils viennent, l'endroit d'où ils comprennent et l'endroit d'où ils apprennent. Parce qu'en fait, sur l'environnement, typiquement, il y a une partie des gens qui vont être touchés par les chiffres. Moi, je suis un peu touchée par les chiffres. Tu vois, ça se voit si vous suivez Léa, si on te suit sur Twitter. Ouais, je suis désolée, j'en ai trop, mais c'est une obsession. Mais moi, c'est quelque chose qui me parle. Tu vois. Mais ça parle pas à tout le monde et c'est normal. Il y a des gens qui vont être touchés plus par un aspect émotionnel. Il y a des gens qui vont être touchés par les histoires que racontent les gens. Et donc, il faut pouvoir s'étaler sur tout le spectre. Et c'est à ça que ça sert. Et même dans la manière dont tu rentres dans ta démonstration, peut-être que si je croise quelqu'un qui est de gauche, je vais lui parler de l'environnement par les inégalités sociales que ça peut produire. Mais si je croise quelqu'un qui est de droite et qui ne croit pas du tout à ces trucs-là, on peut parler avec d'autres manières de cette même chose. Et en fait, trouver nos identités communes et essayer de discuter de ça. Et donc, pouvoir s'adapter à son public, et tout le monde ne peut pas le faire, parce que moi, typiquement, j'aurais pas de points communs avec certaines catégories de la population. Donc, il faudra que d'autres s'occupent. Mais tu vois, c'est vraiment à ça que ça sert, de pouvoir développer une forme d'utilisation de l'oratoire qui soit presque instrumentale, en fait. Qui soit même complètement instrumental. Moi, c'est comme ça que je l'utilise pas pour la beauté de pouvoir parler ou à la science polémique, entre guillemets, tu vois, pour revenir au début de l'entretien. Oui. Léa, on arrive à la fin de cette conversation. Oh, wow. Et donc, la question tant attendue, bien sûr, rituel de fin. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous donner ton meilleur conseil de prise de parole ? J'en ai peut-être deux. Le premier étant de s'armer sur le fond. Voilà, parce que c'est valable dans mon domaine à moi, mais je pense que tu l'as dit tout à l'heure, c'est absolument fondamental dans tous. La forme, ça s'utilise pas pour la forme, ça s'utilise pour se mettre au service du fond. Et donc il faut pouvoir avoir des éléments factuels préparés derrière en permanence pour sortir plus fort au moment où tu t'exprimes. Et le deuxième, ce serait et typiquement l'expérience aux grandes gueules, c'est ça qui en grande partie m'a appris cette leçon-là, c'est que il faut pouvoir visibiliser les effets de manche qui sont faits en face pour décrédibiliser ton propos. Parce que la tristesse de l'art oratoire et en tout cas de l'expression publique, c'est que pour faire adhérer les gens, t'as pas nécessairement besoin d'avoir raison, ou en tout cas de donner une vérité. C'est que si t'as un discours qui est incorrect, mais qui en fait est suffisamment bien organisé pour que ça ait l'air cohérent,
et bah tu peux quand même prendre les gens avec toi. Et il faut pouvoir démontrer et taper aux petits endroits où le discours est incohérent pour que tout s'effondre. Et je pense que c'est important de pouvoir le faire parce qu'on est trop souvent confronté, et en permanence dans les médias, à des discours qui sont un peu simplistes ou qui ne s'appuient pas vraiment sur des données factuelles ou des données pertinentes pour le sujet, sur du cherry picking, sur tout un tas d'artefacts comme ça. Le cherry picking, c'est prendre seulement les arguments qui vont vous intéresser pour pouvoir construire un argumentaire autour, alors que c'est des arguments qui sont pas représentatifs. Donc on cueille comme des cerises, cherry picking. Et puis du coup, ça me troisième conseil, mais être exigeant envers soi-même, tu vois. Ne pas se laisser aller à des choses qui sont en fait qui te sauvegardent du temps, type cherry picking, parce que t'as pas besoin d'aller chercher après, mais qui en fait fausse un petit peu ta réflexion et ouvre de la même manière pour l'adversaire un boulevard pour taper sur tes positions. Parce que lui, s'il sait que c'est du cherry picking, eh ben, il va taper dessus, et honnêtement, je pense qu'il aura raison. Donc c'est toute la difficulté en fait à se positionner dans des débats comme ça, c'est qu'il faut réussir à être suffisamment solide en montrant que c'est ton camp qui a raison, ou ce que tu dis qui a raison. Et donc c'est pas facile du tout, quoi. Mais je pense qu'être exigeant envers soi-même, c'est vraiment important pour avoir un discours un petit peu carré. Merci beaucoup Léa. Merci pour l'invitation. Merci chères auditrices, chers auditeurs pour votre écoute attentive. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes d'Éloquente, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous voulez m'aider à faire grandir ce podcast et permettre à d'autres personnes de le découvrir, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nourrir les algorithmes en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À très bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas de prendre la parole.